Le lien entre développement durable et immobilier peut se faire à deux niveaux. Il y a deux façons d'envisager les choses. La première, c'est l'impact de l'immobilier sur le réchauffement climatique et sur notre environnement de façon générale. Et la deuxième, c'est l'impact du réchauffement climatique et de la transition énergétique sur l'immobilier. C'est ce que nous allons voir. Alors à chaque fois qu'on parle de développement durable d'un bâtiment, on va retrouver en fait les mêmes notions. Énergie, gaz à effet de serre, empreinte carbone, pour mesurer la nocivité de notre bâtiment en termes de réchauffement climatique. Alors précisons un peu les termes. Nous avons déjà vu que nous consommons, nous utilisons dans notre modèle économique différentes énergies, gaz naturel, charbon, fioul, nucléaire, éolien, etc. Ces énergies sont plus ou moins carbonées, c'est-à-dire que leur production, leur combustion implique plus ou moins d'émissions de CO2. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, qui est là à l'origine du réchauffement climatique. Typiquement, lorsque l'on va parler d'un immeuble, on va mesurer indifféremment sa consommation d'énergie, exprimée en kWh d'énergie finale par mètre carré par an, et ses émissions carbone, exprimées en kg d'équivalent carbone par mètre carré par an. Et le secteur du bâtiment représente au niveau mondial environ 40% des consommations d'énergie et 36% des émissions de gaz à effet de serre, si on inclut à la fois la construction et l'exploitation des immeubles. Et donc avec le secteur du transport, de l'agriculture, de l'industrie, le secteur du bâtiment est, pour un pays comme la France, le secteur d'activité le plus producteur de gaz à effet de serre. Il est donc évident que la décarbonation du parc immobilier existant est un enjeu majeur pour la limitation du réchauffement climatique. L'immeuble nuit à l'environnement, à travers principalement 5 usages. Le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires tels que pompe à chaleur ou ventilateur. Un bâtiment, c'est un système complexe. La mesure des sources d'émissions de gaz à effet de serre comporte de nombreuses subtilités. Par exemple, une nuance qui est parfois faite, c'est la distinction entre les émissions directes et indirectes. On distingue communément les scopes 1, 2 et 3 dans la mesure des émissions de gaz à effet de serre en immobilier. Le scope 1, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis directement sur site, la combustion d'un chauffage au fioul, au gaz, les fuites de fluides frigorigènes, par exemple. Le scope 2, c'est ce qui est émis ailleurs, mais dont vous êtes le consommateur final, l'électricité, la climatisation, le réseau de chauffage urbain. Et le scope 3, c'est ce qui est émis indirectement par toutes les activités liées à la chaîne de valeur de votre bâtiment. Transport des salariés, émissions issues des matériaux et de l'énergie utilisée lors de la phase de construction, déchets, etc. Une autre subtilité, c'est que l'émission de gaz à effet de serre n'est pas du tout la même en fonction du moment où se trouve le bâtiment dans son cycle de vie. En moyenne, un bâtiment tertiaire, un bureau, produit 1,5 tonnes de CO2 par mètre carré lors de son existence. 60% de ce CO2 a été produit au cours de sa construction et 40% seulement au cours de son exploitation normale. Donc on voit bien que la maîtrise environnementale de nos chantiers de rénovation et de construction, elle est essentielle. On voit aussi que construire plus de bâtiments neufs n'est pas nécessairement la solution au réchauffement climatique, puisque leur construction dégagera énormément de gaz à effet de serre. C'est donc bien l'amélioration de l'exploitation et la restructuration de l'existant qui constitue l'enjeu prioritaire si l'on veut abaisser l'empreinte carbone du parc immobilier. Ainsi, un plan d'action qui viserait à améliorer l'empreinte carbone des bâtiments comporterait des actions sur l'isolation thermique, sur le raccordement à des réseaux de chaleur qui utilisent des énergies renouvelables, sur l'éclairage naturel ou encore les éclairages modulables, l'utilisation de panneaux solaires pour utiliser l'énergie renouvelable du soleil, la restructuration qui conserve à minima la structure du gros œuvre, etc., etc. Alors la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'une grande partie de la consommation énergétique des bâtiments est en fait inutile. Elle provient d'usages irréfléchis des occupants. C'est laisser les lumières des bureaux allumées le soir. C'est laisser le chauffage allumé même quand il n'y a pas besoin. Il ne peut pas y avoir d'économie d'énergie substantielle en immobilier sans ce qu'on pourra appeler une éducation à la sobriété des locataires, des occupants. Et c'est pour ça que la mesure des consommations d'énergie est si importante et qu'il faut la partager avec les locataires. Si je ne me rends pas compte de mes consommations d'énergie et du gaspillage toxique pour la planète et donc pour nous tous que je fais, je ne vais probablement pas les réguler, encore moins les réduire. C'est ce que nous appelons dans notre démarche responsable la politique d'engagement des locataires.
La consommation d'énergie, l'empreinte carbone sont les principaux impacts du bâtiment sur l'environnement via sa contribution au réchauffement climatique. Il y a d'autres impacts qu'il convient de signaler. La consommation d'eau, qui pourrait devenir une ressource plus rare qu'elle ne l'est dans les années à venir, ou encore la production excessive de déchets non triés. Réciproquement, le développement durable et l'immobilier, ce n'est pas seulement l'impact des bâtiments sur l'environnement, c'est également l'impact de l'environnement sur l'immobilier. Les risques liés à l'environnement doivent être pris en compte lors de nos acquisitions. Parmi ces risques, on peut citer la pollution des sols, les risques sismiques, de tremblements de terre, les risques d'événements climatiques extrêmes de type forte chaleur, forte vague de froid, les risques d'inondation, les risques de feux de forêt, les risques liés à la présence d'équipements particuliers tels que les sites industriels, etc., etc. Nous avons appris que le secteur immobilier est un des premiers secteurs que nous devons réformer, auxquels nous devons appliquer des politiques de développement durable si nous voulons limiter le réchauffement climatique. Nous avons appris que l'immeuble entretient des relations nombreuses et ambivalentes avec son écosystème. Il émet des gaz à effet de serre, il consomme des énergies non renouvelables. La construction inclut également l'étalement urbain, c'est-à-dire la réduction des terres cultivables au profit de la ville et de l'ensemble des équipements énergétiques que le bâtiment requiert. Et en retour, un environnement déréglé peut s'avérer destructeur pour la valeur des biens immobiliers. Et dire cela, c'est ne se concentrer que sur les aspects environnementaux. Car le développement durable a changé de sens au fil des années, jusqu'à inclure également les problématiques sociales au sens large. Car, bien évidemment, les problématiques du développement durable sont techniques, si on veut, mais elles sont aussi éminemment politiques. C'est pourquoi les institutions nationales ou internationales ont défini au cours des années un certain nombre de cadres pour le développement durable, pour guider l'action des États, des entreprises, des individus vers un certain nombre de pratiques qui concourent à réaliser une transition vers un mode de production durable qui limite le réchauffement climatique.